Aujourd'hui, Noël approche et on est toujours en pandémie. C'est le moment de se faire plaisir, pour pas cher, en confinement, en regardant des petites chaînes YouTube. Alors cette vidéo-là, elle appartient à un projet collectif qui a été initié par Tanner45 alias Guillaume Singal, j'espère que je suis pas en train d'ébruiter un truc qu'il faudrait pas, sur donc un projet donc inventaire. Et bien sûr, je vais mettre le hashtag et plein de liens dans la description. Ça va me demander plus de travail, alors que j'ai plein de travail, mais pas là. C'est Noël, hein. Le principe d'inventaire, donc du hashtag inventaire pour l'avant, c'est de partager des vidéos de chaînes et de partager des chaînes qui ont moins d'abonnés que soi. Et cela pour montrer donc un réseau, etc. entre les chaînes YouTube. Je vais mettre la vidéo où Guillaume en parle en description pour que ce soit visible et qu'il y ait comme ça donc voilà, de toute façon ce principe que je trouve très bien de circulation de vidéo en vidéo par hyperlien et qui fait un hypertexte mais ici une hyper vidéo. C'est quelque chose qui est hyper important, cette question du réseau et de l'écho en fait, parce que c'est évident que on n'est pas seulement quand on écrit un lecteur, mais quand on tourne, on est des gens qui ont vu des vidéos. Ouais, je vais pas forcément faire quelque chose d'exactement dans la lignée d'inventaire, mais quand même de l'inventaire, puis parce que c'est comme ça. Bon, de toute façon, ça reste assez large, hein, de ce que j'ai compris. J'ai pas eu le temps de trop explorer, je croule vraiment sous le boulot en ce moment. Ça me plaît bien. Alors, le principe de parler de vidéos de plus petites chaînes que soi, avec moins d'abonnés, me plaît beaucoup. Et en même temps, je dois bien dire que j'ai quand même été influencée par de très grosses chaînes. Bah, désolé, hein, mais Antoine Daniel, What the Cut d'Antoine Daniel, c'est vraiment un truc qui a fait Internet, quoi, qui a fait le YouTube français. Euh, Finalement, je l'ai déjà dit, moi, j'ai plus de gestes qui viennent directement de YouTube Beauté que du BookTube, donc des revues souvent Young Adult. Et ça, on en parle avec Book and Chill, qui est donc une vidéo qui a moins d'abonnés que moi. Abonnez-vous à Book and Chill, elle est formidable. Le... Mais ça, c'est un truc qui m'intéresse quand même pas mal parce que, bon, ben ouais, voilà. Je regardais Hélène de mon blog de filles et ses revues de maquillage et j'ai acheté du maquillage à cause d'elle, grâce à elle, je ne sais pas. Ce que je ne fais plus du tout, je la regarde plus du tout. Mais parce que, en fait, elle a une façon de dire au revoir à la fin de ses vidéos qui m'a énormément marquée. Et ouais, je sais bien que dans ce que je fais, il y a pas mal de moments où mes vidéos, elles ont pour principe d'être systématiquement des improvisations, ce qui veut dire que je peux dire des bêtises, hein, c'est comme ça. Qu'elles ne vont pas toutes être bonnes, mais ça, de toute façon, même quand on n'improvise pas, c'est le cas. Elles sont souvent des improvisations quasi jusqu'au sujet, mais avec des choses qui sont du format YouTube et en même temps de l'anti-YouTube. C'est-à-dire d'avoir toujours un générique, mais sans musique. D'avoir toujours une formule d'entrée, une formule de fin. Ça, c'est vraiment YouTube, et ça montre on entre dans un cercle qui est dans un format qui a un grain de lettres. Et tout le reste, c'est de l'anti-YouTube. Pas de vulgarisation. Je fais pas de vulgarisation scientifique. Et ça, c'est un truc qui me paraît extrêmement important. Et j'ai une position très complexe par rapport à la vulgarisation. Il s'agit de science, hein, et de discours sur les sciences, donc forcément, c'est un peu compliqué. C'est pas non plus du booktube, d'abord parce que ce sont pas les mêmes sujets, et parce que, donc le même type de livre, le plus souvent, et puis moi déjà je ne fais pas de montage, j'improvise, et je vais pas avoir de ce format-là. Moi ce qui m'intéresse c'est le hors format et le hors cadre. C'est l'émotion que j'ai en regardant les vidéos de Mylène Tournier ou de Gracia Belgiani, que je devrais regarder plus, ou celle de Marine Riguet, encore des liens que je vais mettre en bio. Parce qu'en fait, il y a, à côté de ce gros booktube qui ne passe pas pro encore, me semble-t-il, en France, et qui n'est pas encore une prescription majeure, il y a ce que, me semble-t-il, Gilles Bonnet a appelé le littératube. Ça, j'en ai déjà parlé ici, et en fait, le littératube, on pourrait dire que c'est la bande à bon, autour de François Bon, directement ou non, pas forcément par amitié, pas forcément par un crew, même si c'est vraiment un truc qui fonctionne,
mais qui est quelque chose de l'ordre d'une multiplicité de discours littéraires, et parfois, comme je le fais sur la littérature, et qui parfois se répondent, parfois pas, souvent, voilà, c'est souvent des gens que j'ai rencontrés maintenant il y a 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus, lors d'un festival à Beaubourg, qui apparaît notamment dans le journal filmé d'Arnaud de la Cotte, et là aussi il faut aller voir le journal filmé et d'Arnaud de la Cotte, et celui de Michel Brosseau, qui sont vraiment des moments importants. Plein de liens. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des formats qui se mettent en place qui sont en même temps hors cadre. Une des difficultés, alors là, c'est-à-dire que si on regarde le booktube, je suis une micro-chaîne, j'existe pas. Si on regarde au niveau du littératube, je commence à être une grosse chaîne. Parce que là, on n'est plus dans le même cadre. Et il y a quelque chose qui va se passer différemment. Et en même temps, je fais pas non plus de l'improvisation comme peut en faire Nathanaël Quarez, qui, elle, n'a pas, me semble-t-il, de chaîne YouTube. Enfin, si elle en a une, mais avec des captations d'impro. Mais pour le coup, il faut aussi y aller et s'abonner. Et s'abonner à son compte Insta de poèmes. C'est superbe. Sur papier toilette. C'est... Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on est en train, collectivement, et moi je suis toute petite là-dedans, d'inventer des genres littéraires qui ne passent pas par l'écrit. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve super intéressant, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est très visuel, souvent, donc qui va vraiment passer par l'image, la vidéo, mais qui, en même temps, ramène à ce qui est une transformation actuelle du monde, hein, qui est un retour de l'oralité et de l'oral primant sur l'écrit. On le sait, si vous écrivez sur Messenger ou d'autres messageries instantanées ou même par mail, en fait, c'est de l'écrit parlé. On est dans une forme écrite qui est de moins en moins écrite. Et les emojis sont intéressants de ce point de vue-là, etc. Et ça, c'est absolument passionnant. Et en fait, ça transforme des choses au niveau de la littérature. Alors, le fait d'avoir des marques orales en littérature, c'est ancien. On l'a eu un tout petit peu avec Stendhal, avec Flaubert. On l'a chez Louise Michel. On l'a avec d'autres encore. Enfin, on va l'avoir chez Joyce, mais c'est pas juste de l'oralisation. Bien sûr qu'on l'a chez Céline, mais évidemment, c'est encore autre chose. Mais il y a quelque chose comme ça qui parcourt déjà le temps et qui se retrouve avec une multiplicité de registres dans les vidéopoèmes, notamment. Dans ces nouveaux formats littéraires qui sont pourtant de la littérature sans texte. Ou pas toujours avec du texte, ou de la littérature parlée. Et à ce moment-là, je trouve que le passage, et il me semble que ça coïncidait avec le début du premier confinement, chez Mylène Tournier, du texte-image, donc texte avec des inscriptions à la voix off, est quelque chose de vraiment essentiel. Ça, c'est vraiment un moment important, d'avoir comme ça ces éruptions de voix. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce qui est plus ou moins ce littératube, qui est une mouvance, qui est quelque chose d'assez large, qu'on a du mal à définir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, on découvre des choses, c'est-à-dire quoi? Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une grande adepte de poésie, c'est quelque chose qui peut me parler, mais assez rarement, et des fois j'ai l'impression de pas avoir les codes, ou qu'il me manque peut-être une petite case, sentimentale peut-être, ou je pense d'attitude, en fait, temporelle. J'ai quand même tendance à être toujours dans la précipitation, et la poésie ne demande pas tellement de précipitation. Et ça joue. Je sais que ça joue pas mal. Mais en fait, grâce aux copines, j'ai envie de dire, j'ai jamais lu autant de poésie que ces dernières années. Quand ça tombe dans la timeline aussi, ça amène un rapport différent à oh, je vais attraper mon NRF Gallimard, bien rangé, mon Pléiade, et je vais lire du Tristan Corbière ou du Ronfart, quoi. C'est plus du tout la même chose, c'est de la poésie qui est vivante et qui donc s'intègre dans le flux, qui s'intègre à ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment de la poésie quotidienne, quoi. Et là-dessus, Mylène me semble absolument centrale, mais elle est très très loin d'être seule. Donc il y a
il y a ça qui se met en place, et en fait, bah, évidemment que ça passe par peu d'abonnés. Et cette question du nombre d'abonnés, je vois bien qu'elle est quand même super présente chez pas mal de camarades, et parfois même avec une certaine douleur de bah, je fais quand même pas mal de choses, c'est pas regardé, c'est pas vu, j'ai pas d'abonnement. Bon. Et ça me paraît super compliqué parce que bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Pourquoi on le fait? Euh, J'allais dire on le fait pour l'hygiène, mais évidemment que je le pense pas. Je pense qu'il faut au maximum le faire pour soi, mais c'est compliqué de faire quelque chose pour soi en s'adressant, de ne pas être dans quelque chose qui serait égocentrique, monologique, et en même temps ouvert, et en même temps pas forcément vu, quoi. Mais on est face à quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on est en train de créer de nouveaux formats, ce qui veut dire qu'on n'a pas le public. Le public de YouTube, et il n'existe pas le public de YouTube, sociologiquement c'est une aberration. Mais globalement, c'est pas celui qui va le plus aller vers ce genre de vidéos. J'ai pas regardé quelles étaient les dernières grandes chaînes YouTube françaises, mais on n'est pas dans le coup, papa, hein, ou on n'est plus dans le coup. Hein. Mais en revanche, le public littéraire, bah, il n'est pas forcément passé à YouTube et à d'autres plateformes, et la question des plateformes est ultra importante. Et je dois avouer que c'est par. C'est aussi par affection que je suis sur YouTube, même si je n'ignore absolument pas que Google, qu'énorme plateforme, etc., qu'énormément de problèmes éthiques, de démonétisation, de censure, etc. sur YouTube. Je les vois passer, bien sûr. Et, voilà. Je passe moins de temps sur YouTube qu'avant, mais je ne suis pas une mauvaise observatrice de ce qui se passe sur la plateforme. Et il y a PeerTube et plein d'autres possibilités. Il y a encore Dailymotion, mais bon, bah, le public, il est sur YouTube pour le moment. Mais en même temps, le public littéraire, il n'y est pas forcément. Et donc là, on se retrouve à avoir quelque chose où on doit inventer notre public. Euh, mais ça, c'est super difficile, en fait. Et, et je me demande dans le même temps, bah, est-ce qu'on serait vraiment content d'avoir même, je sais pas, 50 000 abonnés? C'est terrifiant d'avoir 50 000 abonnés en fait. C'est vraiment terrifiant. Et pour avoir juste traversé une gare avec Antoine Daniel au moment de son grand succès, bah, c'est terrifiant. C'est effectivement terrifiant ce genre de célébrité, surtout que YouTube permet un sentiment de proximité, et en particulier sur les petites chaînes et les petits formats, qui peut amener des choses extrêmement flippantes en fait au quotidien. C'est-à-dire que j'ai été reconnue plusieurs fois dans la rue, à la maison de la poésie, etc. Ah, dans ma fac, et sans m'y attendre, et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé désagréable à chaque fois. Avec des gens sympas, hein, c'est pas les gens qui sont venus me parler étaient sympas, au moins au début en tout cas. Mais et c'était sympathique d'être reconnu, et c'était voilà. Mais bon, moi je vous parle depuis ma chambre. Voilà, je fais pas du Norman fait des vidéos, mais en fait si quoi. Je vous parle, ça c'est ma chambre. C'est c'est la chambre dans la maison de mes parents. Mon autre décor, bah, c'est mon studio parisien. Je vous parle depuis chez moi, je vous parle pas. Alors de temps en temps, je bouge, je me déplace, je suis pas chez moi, etc. Et tout ça est aussi assez rigolo. Mais voilà, et j'essaie d'y donner du sens quoi au changement de décor. Mais dans les faits, ça rejoint sa dimension orale de la. Enfin, cette oralisation de la culture actuelle. Et bon, moi, je suis prof de français, hein, ça me questionne énormément, quoi, cette oralisation. Il faut maintenir à tout prix une culture de l'écrit, etc. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir naviguer dans les différentes cultures. Et d'avoir enfin, d'avoir les codes pour avoir cette souplesse, et qui permet d'avoir un autre grain de la langue, un plaisir des mots, et ce genre de choses. Mais bon, mais l'oralisation d'une culture écrite fait que cette culture écrite sera clairement de plus en plus difficile à acquérir. Et ça, c'est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je trouve qu'il est extrêmement important de regarder ce qui se passe actuellement, ce qu'il est en train de se créer sur beaucoup de chaînes. J'ai oublié de mentionner celle de Juliette Cortez et bien d'autres, mais mes abonnements sont volontairement ouverts sur YouTube pour permettre la fouille, hein. Même s'il faut vraiment que je réactualise les pages que je conseille, enfin les chaînes que je conseille, etc. Mais je vais faire ça dans pas longtemps comme les playlists.
Mais il y a quelque chose comme ça qui est en train de parler, qui est en train de grouiller de monde, de grouiller de voix, qui est en train de se mettre en place. Et on voit déjà se mettre en place des genres discursifs ou littéraires. Je n'ai même pas envie de faire de distinction. Donc avec des grandes orientations, mais même des codes qui peuvent venir du cinéma, d'un cinéma expérimental, de la vidéo expérimentale, qui vont venir de formats mainstream, comme le booktube, ou voilà, d'autres choses, et qui se rejoignent et qui se répondent, et qui deviennent aussi autre chose, et qui bien sûr sont liés à une singularité, à des contraintes, etc. Pourquoi j'improvise sans monter? Parce que si je devais monter, je ne ferais pas de vidéo, je n'ai pas le temps de faire de vidéo montée. J'en fais de temps en temps. Je sais un peu monter, pas très bien, mais au moment où j'ai créé ma chaîne, l'idée était d'arriver à intégrer quelque chose à mon quotidien. Je ne savais pas encore que j'aurais un rythme hebdomadaire, mais je l'ai eu finalement relativement rapidement. Je ne sais pas tellement quand il s'est mis en place, il faudra que je regarde, mais et le rythme lui-même, c'est du YouTube. Hein. Et ça up un peu au niveau du référencement. Mais c'était... Il fallait que je fasse quelque chose de faisable. Si je ne devais faire que de très belles vidéos, et je pense avoir fait quelques belles vidéos, peut-être pas très belles, ou vidéos chouettes, ou dont je suis en tout cas fière, bah, c'était clair que je n'avais pas de rythme. Bah, c'était pas possible. Voilà. Donc il fallait que ça puisse rester dans une routine, que ça ait sa place dans une routine. Et il y a quand même des chances que je ne fasse pas cela toute ma vie. Hein. Elle est encore longue, ma vie, normalement. J'espère. Ah. Alors, la question des abonnements, qui me semble quand même un point de départ important pour cette question de l'inventaire. Je sais qu'elle touche aussi pas mal Steven Corvez, qui fait des choses vraiment intéressantes, très belles esthétiquement, en photographie, en son. Enfin, les contenus de Steven sont vraiment riches. Hein. Là aussi, je mets le lien en description. Si j'oublie, vous me le dites gentiment. Hein. Mais cette question des abonnés, elle est importante pour pas mal de choses. Elle est importante parce qu'elle peut débloquer enfin, elle peut permettre d'accéder à la monétisation et donc de tirer un revenu. Et être auteur, c'est quand même, je sais pas si le mot auteur est vraiment bien, mais être écrivain, par exemple, c'est quand même vivre. Hein, enfin, c'est pas vivre, mais ça va être quand même tirer un peu de revenu de sa plume. Il y a une professionnalisation, enfin, il y a une dimension qui est économique à tout ça. Donc monétiser peut y participer. On peut avoir des liens, par exemple Amazon sponsorisé, et réfléchir avec cela. Et en plus, quand on commence à franchir des caps au niveau des abonnés, ben, ça peut ouvrir des subventions au niveau du CNC, donc le Centre national du cinéma, qui maintenant peut donner des fonds YouTube pour en général de très gros projets quand même. Et non sans discussion, mais il y en avait déjà avec le CNC, mais c'est pas toujours très clair ce qui se passe au CNC. Il y a un effet de seuil aussi sur YouTube. On est plus recommandé quand on a plus d'abonnés. Le succès entraîne le succès. Et le temps des gens n'est pas extensible. Donc avoir des abonnés est vraiment une chose qui compte. C'est évidemment gratifiant. Sur les gens qui me sont proches, ou au moins dans mes contacts, je partage quand même régulièrement des captures d'écran du nombre d'abonnés, donc pour les grands seuils, etc. Et j'ai fait une vidéo des 1000 abonnés. Et ça a été un moment qui a quand même été satisfaisant et profondément gratifiant. Et tout cela, c'est quelque chose qui est important. Pour la monétisation, ça c'est vraiment une question qui est pour moi pas résolue ou résolue faute de l'être. Je peux maintenant débloquer la monétisation, je peux monétiser mes vidéos, mais je ne le fais pas. Dans mon cas, il se trouve que je suis salariée, que pour moi ces vidéos sont strictement non professionnelles, mais bien sûr qu'elles sont liées à mon statut et à ma formation, hein, donc mon statut de chercheuse. Ce qui ne veut pas dire que lorsque je ne travaillerai plus dans une fac, je continuerai pas, hein, je pense pas. Je pense continuer plutôt. Mais en ayant un matériel extrêmement rudimentaire, en plus la caméra m'a été offerte, merci beaucoup encore. J'ai pas tellement envie d'investir plus que cela. Mon ordinateur, de toute façon, je l'aurai sans le montage.
Et en fait, je n'ai pas tellement besoin de la monétisation. Et je n'ai pas envie des pubs de la monétisation. Ça, vraiment, elle m'embête. Mais en même temps, je sais que je perds en référencement. Et pour le moment, je trouve ça paradoxal parce que je peux quand même partager ma chaîne, je partage mes vidéos et je suis contente quand elles sont vues et moins quand elles sont moins vues. Euh, Sans être mécontente non plus. Mais y a quelque chose qui est quand même compliqué comme ça dans cette question de la statistique, avant même de parler du revenu. Et moi, je sais que j'ai un rapport qui peut être gêné et qui refuse d'être matérialiste par rapport à l'argent. Donc la question de la monétisation, elle me gêne. Personnellement, hein, elle me gêne pas du tout pour les autres. Et je vois bien en quoi c'est le nerf de la guerre de beaucoup de choses. C'est comme si je me sentais pas légitime à gagner de l'argent avec la monétisation, en fait. Et ça, voilà, c'est questionnant. Non que ça ne m'empêche de dormir. Voilà. Et c'est 1000 abonnés plus un certain nombre d'heures de vues, hein, la monétisation. Donc j'ai le mail dans ma boîte mail YouTube. Je peux cliquer, activer, quand je veux. Peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais en même temps, clairement, je n'ai pas assez de succès pour permettre, pour me permettre d'en vivre. Donc, est-ce que aussi l'inconfort de la publicité, ou pour m'acheter du matériel, enfin que pour l'instant je n'ai pas l'intention d'acheter, mais est-ce que l'inconfort de la publicité vaut ça? Pour l'instant, j'ai décidé de financer en fait finalement moi-même ma chaîne avec un financement donc assez bas, mais il y a des frais, hein, il y a quand même des frais. Donc ça, ce sont des questions en suspens. Ce que je voudrais vraiment garder, c'est cette idée qu'on peut vraiment avoir de splendides pépites dans les petites chaînes que l'on oublie, qui sont peu vues, qui peuvent être des chaînes de femmes, parce que les femmes sont quand même globalement moins suivies que les hommes, mais au niveau des petites chaînes, c'est quand même très mixte. Hein. Euh, Avec des vidéos vraiment de format et de choses tellement diverses, tellement parfois même expérimentales en fait. Alors je sais pas exactement ce qui définit le genre du cinéma expérimental, mais il y a des choses qui sont tellement surprenantes, tellement à part, tellement décalées par rapport à ce qu'est YouTube notamment, que ben, en fait ça marche ou ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve précieux. Et que je trouve précieux, en fait, aussi quand ça ne marche pas, quand ça ne prend pas, quand ça ne vient pas. Et voilà, j'ai oublié de mentionner Gwendoniol aussi, dont j'aime beaucoup les vidéos. Mais en fait, bon, on les connaît, ou non, on les connaît pas forcément, on les connaît pas assez, les youtubeurs que je suis. Et en même temps, eh bien, il y a quelque chose en fait qui résiste du côté du public YouTube, et là je parle aussi de moi, hein. C'est que quand on attend, je sais pas, je regarde par exemple dans le YouTube Crime, je regarde Sonia Lu. Ces vidéos, je vais souvent les mettre en fond en faisant autre chose. Et là on est sur un format de vidéo qui ne le permet pas tellement et qui amène à quelque chose qu'on fait peu. Alors je sais que beaucoup d'entre vous le font pour mes vidéos et j'en suis contente, c'est-à-dire les écouter sans les regarder. Et, et souvent ce que permettent les petites chaînes, c'est de s'asseoir et les regarder vraiment. Et d'avoir un moment qui est pas qui sort de la consommation de YouTube. Voilà, je sais que j'ai une chaîne qui est super ambivalente. J'ai des abonnés qui regardent comment je me tripote les cheveux, et c'est vraiment un tic, je suis désolée. Ou ce genre de choses, ou qui vont avoir besoin de l'expressivité du visage, d'autres qui vont mettre les miennes en accéléré, ou juste écouter en faisant la vaisselle, et c'est très bien de faire la vaisselle, ou d'autres choses. Et en fait, ça, c'est aussi pour ça que j'ai du plan fixe, d'abord parce que bah, quand je filme toute seule, c'est quand même plus simple que de bouger la perche. Hein. Mais il y a tout ça qui joue en même temps. Et qui est super compliqué à mettre en place, à coordonner, à mettre ensemble, et qui fait des choses vraiment très très diverses. Et
Bon, YouTube, on est encore... Bien sûr qu'il y a des abonnements YouTube qui commencent à exister. YouTube, c'est encore d'un accès gratuit. Bien sûr, ça veut dire qu'on paie d'une autre façon, hein, faut pas s'inquiéter. Ou se leurrer surtout. Mais en fait, si on veut voir quelque chose qui ressemblera à la littérature de demain, si j'emploie un terme un peu emphatique, très 19e, c'est ce que je bosse en ce moment, je pense vraiment que c'est là que ça se passe en ce moment. Et je sais pas encore ce que ça va donner, mais je crois que c'est là que ça se passe. Avec surtout du format court, avec des voix, avec des choses qui peuvent ressembler à du vlog qui sont encore autre chose. Et le vlog, ce n'est vraiment pas un genre que je méprise sur internet. Et, et voilà, je sais que j'ai oublié beaucoup des copains et des gens que je suis et des gens qui méritent d'être suivis et davantage. Et je voudrais exprimer le regret de ne pas suivre encore davantage YouTube et moins ces temps-ci. Mais j'avais quand même envie, avec cette petite participation à l'inventaire proposée par Tanner45, d'ajouter ma petite pierre. Style pavé dans la mare. C'est pas un pavé dans la mare. Mais de participer à ce moment de partage et d'échange de vidéos et de vidéos différentes et de petites, alors pas de grandes vidéos, souvent, de petites chaînes parce que il faut savoir en fait ce que l'on appelle grandeur dans tout cela. Je vous dis à bientôt.